France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. États-Unis, Amérique latine, bananer pour mieux régner avec l'United Fruit Company. La banane est un fruit formidable, succulent, nourrissant. Il dispose, et c'est notable, d'un impeccable emballage naturel qui en facilite la conservation et le transport. La banane plaît à tout le monde, à tous les âges, aux vieilles personnes et aux enfants. Les enfants qui s'amusent de rien et qui s'en servent comme d'une arme de substitution avec sa forme incurvée. La banane est un formidable pistolet. Mais la banane est aussi une arme aux mains de l'impérialisme états-unien. On prétend que les premières bananes ont été découvertes aux Indes par Alexandre le Grand avant notre ère, par conséquent qu'elles ont été introduites ensuite en Afrique, que les Portugais l'ont découverte en Afrique vers l'année 1500, qu'ils l'ont introduite aux Canaries. Le cours de l'histoire. Et que de là, elles ont été apportées avec lui à Saint-Domingue, mais ce n'est qu'au début du 19e siècle qu'elles sont arrivées à New York, venant de Cuba. Et si ce soir vous mangiez la banane, parlez debout. Et toi, Dudule, tu les aimes, les bananes? Oh oui. Et pourquoi donc? Parce qu'il n'y a pas dedans. Miam, 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 Réventura et ses collégiens. Bah oui, la banane, il n'y a pas d'os dedans. Bonjour Romain Huret. Bonjour. Vous êtes historien spécialiste des États-Unis. Vous êtes président de l'École des hautes études en sciences sociales. Et c'est toujours un plaisir d'avoir des représentants de cette sublime institution. Alors, d'avoir la personne qui la préside, c'est un véritable honneur. Et vous avez avec vous aujourd'hui pour discuter de cet impérialisme des États-Unis vers l'Amérique du Sud et l'Amérique latine, Karine Chavarochette, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue de l'environnement et du travail, vous êtes spécialiste du Mexique et de l'Amérique centrale, chercheuse associée au Conservatoire national des arts et métiers. Romain Huret, dans les relations qui se nouent entre ce pays, les États-Unis, un pays en construction, c'est une lente construction, et puis les voisins du Sud, on a quand même quelques jalons. La doctrine Monroe dans les années 1820 est souvent évoquée. Qu'est-ce que cette doctrine ? C'est une doctrine qui va mettre en garde la population états-unienne contre la menace d'entrer dans les alliances européennes et le risque que pourrait encourir la jeune République états-unienne si elle se mêlait des affaires du monde. Et Monroe dit attention, la République est fragile. Et dans l'histoire des républiques, à l'époque antique, à l'époque médiévale, à l'époque moderne, on a vu des républiques qui se sont effondrées à cause d'une envie de conquête, à cause des guerres. Et donc Monroe met en garde la population, met en garde les futures générations sur le risque de se mêler des affaires du monde. Et donc il faudra attendre 1898 et la guerre à Cuba pour voir cette doctrine Monroe s'infléchir et la population états-unienne entrer volontairement en guerre et se mêler des affaires du monde. Romain Huret, ça signifie que quand le président Monroe, président des États-Unis dans les années 1820, avance ce qui a par la suite été nommé la doctrine Monroe, il ne considère pas que l'ensemble du continent américain est le précaré des États-Unis. C'est plus subtil que ça. Absolument. Pour l'instant, il sait très bien que le pays est engagé dans une conquête des territoires de l'Ouest, et une conquête qui va occuper le pays des années 1820 jusqu'à 1893, qui est la date qui est souvent avancée par les historiens pour indiquer la fin de ce qu'on appelle la frontier, ce grand mouvement de conquête de l'Ouest et d'achèvement de l'unité territoriale. Donc à ce moment-là, Monroe ne pense qu'à la conquête de l'Ouest et qu'à la possibilité du pays de devenir une grande république avec des terres conquises à l'Ouest. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez deux dates, 1893, fin de la frontier, achèvement du territoire, 5 ans plus tard, Cuba. Et 10 ans plus tard, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe au sud des États-Unis. Pourquoi 1898 d'ailleurs, la volonté des États-Unis de s'intéresser à ce qui reste de colonies espagnoles à Cuba et cette attaque de Cuba? Pourquoi à ce moment-là, il est important pour les États-Unis de prendre pied ailleurs que sur leur territoire? Alors c'est une question qui a beaucoup intrigué les historiens et les historiennes. Pourquoi à ce moment-là? Il y a plusieurs raisons. Il y aura une raison officielle qui est de défendre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit du peuple cubain à disposer de lui-même. Et donc on va avoir toute une rhétorique autour de la démocratie et de la guerre juste. Les États-Unis interviennent pour sauver un peuple de la tyrannie impériale. Mais derrière tout cela, on voit déjà se mêler ce dont nous allons parler aujourd'hui,
des intérêts économiques, des intérêts politiques et de l'impérialisme américain a démarré. Avec des bananes. Karine Chabarochette, vous êtes spécialiste de cette idée de frontières et d'identité. Je reprends des éléments du titre de votre thèse, qui a été publiée d'ailleurs. Frontières et identité en terre maya, Mexique, Guatemala, 19e, 21e siècle. Cela signifie que, malgré tout, vu du sud, les États-Unis représentent non pas une menace, mais enfin, en tout cas, un voisin qu'il faut surveiller. Il y a quand même des précédents. Le Mexique sait très bien que l'opposition aux États-Unis peut faire perdre des territoires. Oui, alors justement, il y a une vision, je dirais, un point de vue qui va être différent du côté du Mexique, qui est le voisin direct, mais qui a aussi une structuration politique, si je puis dire, beaucoup plus importante, héritée. Alors là, si on reprend tous les héritages historiques, la présence de l'Empire aztèque, les cités-États mayas, la Nouvelle-Espagne sous la colonisation espagnole, une indépendance également qui va s'affirmer. Et si on fait un bond en avant au début du XXe siècle, on va avoir la révolution mexicaine qui va aussi positionner le Mexique comme un État fort avec une construction nationale. Ce qui n'est pas du tout la même chose en Amérique centrale et notamment au Guatemala où on a des pays qui étaient à la marge en fait de l'Empire aztèque, déjà dans la gestion, puis aux marges également de l'Empire colonial espagnol, et donc les indépendances se font de cette manière. Avec ici peut-être un peu de géographie à rappeler, le Mexique fait partie de l'Amérique du Nord dans le découpage traditionnel. Alors l'isthme centra-américain part du Guatemala jusqu'au Panama. Donc qui est considéré vraiment comme une terre à la fois intercontinentale et interocéanique, puisque la particularité est d'être sur les deux océans Pacifique et Atlantique. Et quand nous parlons d'Amérique latine, au moins c'est beaucoup plus simple parce que c'est tout ce qui est au sud des États-Unis. Oui. Ça va. Langue espagnole ou portugaise. À partir de quel moment la banane arrive dans cette histoire-là? Parce que c'est intéressant, nous parlons ici d'un fruit absolument formidable, qui n'était pas un fruit consommé tant que ça au 19e siècle. C'est à la fin du 19e siècle que la banane commence à intéresser? Alors, ce qui est très frappant dans cette histoire, c'est que la banane n'intéresse pas les États-Unis. Les États-Unis sont le pays de la pomme. Il y a un proverbe très connu aux États-Unis qui dit que la tarte aux pommes on dit états-unien comme la tarte aux pommes, voilà. Et progressivement, la banane va arriver, un son qui l'a rappelé à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et ce qui est fascinant dans l'histoire que nous racontons, c'est le moment où on va créer chez les consommateurs et les consommatrices un désir de banane. Il va falloir inventer une envie de consommer un fruit qui était peu ou pas présent dans la culture et dans la cuisine états-unienne. Et ça va se faire à une vitesse prodigieuse puisque en moins de 30 ans, la banane va devenir aussi états-unienne que la tarte aux pommes. Elle est incontournable très vite cette banane. Non, mais c'est vrai que là aussi, quand on regarde un peu l'histoire de la colonisation et des plantations, nous associons pas cela à la banane dans un premier temps. On parle beaucoup de canne à sucre, on parle de plein de choses, mais pas foncièrement de la banane. Oui, on parle de café notamment, et si on repart même à l'époque coloniale, on est sur l'indigo ou l'extraction de bois précieux, et au niveau agricole, effectivement, on est plutôt sur des plantations de café. Avec ici un acteur, une actrice importante de cette histoire, parce que c'est une société dont le nom a vraiment marqué, et c'est cela qui est fascinant, l'ensemble du continent américain, mais même au-delà, parce que avec cette histoire alimentaire, on a un petit peu de politique. C'est l'United Fruit Company. Je dirais que la United Fruit Company a été l'une des premières multinationales dans le secteur des matières premières. Elle a poussé la stratégie d'intégration verticale jusqu'à l'extrême. Elle est allée jusqu'à construire ce qui allait devenir la plus importante flotte de transport maritime privé du monde. Et elle a intégré toutes les étapes de la production jusqu'à la distribution aux États-Unis. C'était vraiment extrême pour l'époque. Mais ce n'est pas là qu'ils ont le plus innové.
Ce qui est fondamental, c'est que cette entreprise a littéralement créé le marché des bananes, en même temps qu'elle inventait un modèle pour transporter le produit vers ses consommateurs. En 1890, personne aux États-Unis ne savait ce qu'était une banane. En 1914, vous pouviez acheter des bananes dans toutes les villes des États-Unis. La loi de la banane, c'est un documentaire de Jeffrey Jones avec ici en 2017 l'évocation de ce succès sidérant en l'espace de quelques années. Romain Huret, est-ce qu'il est possible de construire l'histoire de cette banane cultivée en masse et diffusée? On entend les années 1890. Ça correspond d'ailleurs à ce que vous nous disiez, ce moment de bascule de la politique des États-Unis. Ça correspond au moment de bascule, ça correspond aussi à une très forte urbanisation du pays. Et la banane aussi va être un fruit de culture urbaine. On va consommer massivement de la banane dans les villes aux États-Unis. Et donc on voit très bien la manière dont ce fruit qui était inconnu devient l'un des fruits les plus populaires, avec des techniques de publicité qui se diffusent aussi, une stratégie commerciale extrêmement agressive, c'est bien décrit dans le son que vous venez de nous faire entendre, et une organisation tout à fait stupéfiante de cette entreprise United Fruit qui va prendre en charge l'ensemble de la production de masse, puisqu'elle va être massive, et de la consommation de masse dans le pays. Donc on a un symbole, et ça va être vu comme tel, du triomphe du capitalisme, et d'un capitalisme particulièrement prédateur. D'ailleurs, j'entends bien que la population des États-Unis ne connaissait pas la banane et d'un seul coup se met à manger des kilos et des kilos de bananes. Du côté de l'Amérique du Sud, est-ce que la banane était consommée, vraiment consommée comme une évidence ? Alors consommée en banane plantain, ce qu'on appelle la banane plantain, donc qui est plutôt frite et cuisinée de manière salée. On trouve bien sûr une consommation de bananes, mais pas autant que le cacao par exemple, qui est vraiment un produit local. Donc la banane n'est pas considérée comme quelque chose d'extraordinaire, en tout cas au goût ou dans la consommation. C'est un fruit tropical parmi d'autres. Voilà, et la banane plantain, c'est vrai que c'est pas du tout la même utilisation. Non. Il vaut mieux pas manger une banane plantain s'il n'a pas été cuite parce que ça fait mal au ventre. Oui. Il vaut mieux éviter cela. Romain Huret, 1898, les États-Unis qui prennent Cuba, ça c'est de l'impérialisme tel que nous l'entendons aujourd'hui. L'idée que les États-Unis sortent de leur territoire, c'est un nouveau rapport aux voisins, à ce moment-là, aux voisins du Sud, cette volonté de s'implanter à Cuba. Alors c'est peut-être plus compliqué parce que c'est un impérialisme qui ne dit pas son nom et qui ne s'assume pas comme tel. La guerre à Cuba est une guerre démocratique, une guerre juste pour la population, et elle est vendue comme telle par l'État qui en fait une guerre de défense d'un peuple opprimé par l'Empire espagnol, et donc il faut sauver ce peuple-là. Et l'Amérique je suis désolé, je dis Amérique et je me dis qu'il faut pas que je dise Amérique. On a le tort de le dire et je suis désolé de le dire. Je m'étais promis de pas le faire et de dire États-Unis à chaque fois, mais c'est très difficile. Non, c'est difficile. Parce que l'impérialisme a aussi conquis la sémantique, et on parle d'Amérique tout le temps, et on parle des Américains. Et je sais que mes collègues en Amérique latine, en Amérique centrale détestent cet usage du terme américain qui est un terme yankee, et que l'historien des États-Unis que je suis le fait souvent. Donc je m'excuse si ma langue fourche et si je dis Amérique pour désigner les seuls États-Unis. Mais pour répondre à votre question, oui, 1898, c'est le début de l'impérialisme. Aujourd'hui, on le lit comme le début de l'impérialisme. Mais à nouveau, il n'est pas pensé comme tel par les acteurs qui y voient une fois de plus la défense des valeurs états-uniennes et la défense de la démocratie. Et puis on a quand même des territoires qui sont marqués par des siècles de colonisation et par l'esclavage aussi. Oui, alors l'esclavage dans une moindre mesure, justement, pas de la même forme qu'aux États-Unis. La traite, ce qu'on appelle la traite atlantique, donc effectivement au début de la colonisation espagnole, quand les colons ont besoin de main-d'œuvre, notamment pour les mines, et dans une moindre mesure pour l'agriculture, notamment aux Antilles. Donc la traite débute et on a des populations afro-descendantes qui vont s'installer dans la zone notamment Caraïbes, mais ces régions d'Amérique centrale, en tant que laboratoire du capitalisme, comme Romain Huret le disait, on va être plutôt là, à cette période-là, sur un travail quand même salarié. Alors,
avec beaucoup de précautions à prendre, puisqu'il y a un système d'endettement en fait qui va fixer les populations dans ces plantations et en faire on peut dire semi-esclavage, mais pas en tant que tel comme aux États-Unis par exemple. On n'est pas du tout dans la même configuration. Et puis également dans ce procédé-là, la United Fruit va s'appuyer sur les terres qui vont être de plus en plus disponibles. C'est-à-dire qu'on va chasser les populations, notamment Maya ou Bribri pour le Costa Rica, des populations autochtones de leurs terres qui avaient conservé depuis la période coloniale tout un accès à la terre et à la culture, et qui va permettre à la fois de récupérer des terres, mais aussi d'avoir une main-d'œuvre pas chère et corvéable à merci. Donc c'est un système, une articulation de politique libérale du 19e siècle en Amérique centrale. Oui, cette question de l'esclavage et des hiérarchies raciales sont tout à fait importantes pour comprendre ce qui va se jouer. À la fin du 19e siècle, tous les habitants des États-Unis sont persuadés que le peuple anglo-saxon est supérieur aux autres peuples. Et il va y avoir un discours qui va diffuser dans l'ensemble de la société, et Theodore Roosevelt, qui va être le président, qui va ajouter un corollaire à la doctrine Monroe, en justifiant des interventions ponctuelles, est très marqué par cela. Il a combattu à Cuba, il va en avoir en tête un régiment qui va devenir mythique aux États-Unis qui s'appelle les Rough Riders, et qui sont un régiment composé d'hommes anglo-saxons supérieurs au reste de la population. Et on voit s'établir très vite dans cette démarche impérialiste des catégories raciales et des hiérarchies raciales. Il y a des peuples qui sont supérieurs aux autres. Et ça va jouer dans la compagnie United Fruit, où on va distinguer des hommes qui sont solides, qui ont la capacité de travailler plus que d'autres. Et donc il y a des hiérarchies extrêmement fines qui vont être transmises par souvent des contremaîtres qui travaillent pour United Fruit, contremaîtres qui viennent souvent du sud des États-Unis et qui ont des préjugés raciaux très forts sur les bons travailleurs et les mauvais travailleurs, avec des hiérarchies qui dépendent de la couleur de peau et des origines des travailleurs. Les Jamaïcains, par exemple, sont réputés comme étant durs à la tâche, capables de bien travailler. Ils ne vont pas s'enfuir des plantations et ils travaillent sans se plaindre. Donc il y a des hiérarchies raciales extrêmement fortes et qui renvoient à celles qui dominent aux États-Unis à ce moment-là. Et en parallèle, des catégories raciales qui ont préexisté au moment de la colonisation espagnole et de l'Empire espagnol. En effet. Oui, c'est quelque chose qui demeure. Moi, j'entends ici, Romain Huret, l'évocation du corollaire Roosevelt. Là, on est au début du XXe siècle, 1904. Donc la doctrine Monroe, les années 1820. L'idée, c'est les États-Unis ne se mêlent pas de l'ailleurs, mais vous nous avez dit qu'il y a encore de l'espace à explorer. Donc là, il n'y a pas de problème. On peut imaginer qu'à la fin du 19e siècle, ça y est, tout l'espace des États-Unis est connu, maîtrisé, et dès lors, on peut penser à l'ailleurs. C'est quoi ce corollaire Roosevelt à la doctrine Monroe ? Ce corollaire Roosevelt, il a été souvent résumé par une formule amusante. Il faut parler fort à ses voisins, parler doucement, à ses voisins, mais avec un gros bâton. Lapsus révélateur de ma part. Le big stick. Le big stick, le gros bâton. Et Roosevelt est très tributaire des forces du capitalisme dominantes à l'époque, et ces entreprises souhaitent intervenir, souhaitent s'installer dans le sud des États-Unis et dans le sud du continent, et donc il va mettre en place une corollaire qui justifie, qui légitime pour des raisons, de bonnes raisons, des raisons économiques, des raisons politiques, des interventions ponctuelles. Mais toujours avec l'idée que si les États-Unis interviennent, c'est avec de bonnes raisons. Voilà, il n'y a jamais de mauvaises raisons. Ça reste un peuple qui a été choisi par Dieu. La destinée manifeste est encore très présente dans le pays. Et donc, finalement, on intervient, mais pour de bonnes raisons. Voilà, pour de bonnes raisons, mais bien sûr, il y a le discours et puis après, il y a l'application, la pratique. Et d'ailleurs, la perception des États-Unis depuis le Sud se modifie avec ces différents discours. Parce qu'au début du XXe siècle, quand Theodore Roosevelt commence à évoquer ce gros bâton, ce big stick, on doit se demander au Sud, où on a des États constitués quand même, quelle est l'indépendance possible face à un grand pays avec un grand bâton ?
Et oui, puis il y a toujours un phénomène d'attraction-répulsion entre les États-Unis et les pays d'Amérique latine. On le voit avec le Mexique. Après, il faut imaginer qu'il y a une réception différente entre des populations locales et des oligarchies ou des dictateurs en place qui vont pas avoir du tout la même pratique ni la même vision du pouvoir états-unien. Parce que là, bien sûr, dans nos représentations du contrôle par les États-Unis de l'ensemble d'un continent, nous imaginons un regard porté sur chaque pays. C'est déjà le cas à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Les États-Unis avaient plutôt bonne presse au début du 19e siècle dans une partie de l'Amérique latine, à cause de l'indépendance. Il y avait cette solidarité de nations qui ont été capables de conquérir leur indépendance. Et on va voir beaucoup de dirigeants latino-américains s'inspirer du modèle républicain des États-Unis comme le pays qui a été capable de le faire et qui a été capable de rompre et de survivre. Il faut surtout pas oublier que les républiques sont fragiles et l'ont toujours été dans l'histoire. Donc pour cette génération des Lumières, il y a une véritable angoisse de la survie de la République. Est-ce qu'elle va durer dans le temps ? Est-ce qu'elle ne va pas basculer vers une dictature ? Et donc dans une partie du continent, on regarde pendant longtemps le pays comme un modèle politique, en tout cas, et tout change au début du XXe siècle, et tout au long du XXe siècle. Les États-Unis vont devenir le péril Yankee, United Fruit, la pieuvre, ce monstre qui est assoiffé d'argent, assoiffé de pouvoir et méprise complètement les intérêts du peuple dans l'ensemble du continent. Et affamé de bananes. Sauf au Salvador et au Nicaragua, dans toute l'Amérique centrale, on dit que United Fruit est la force la plus puissante. On dit même qu'elle est plus puissante que l'ambassade des États-Unis, et l'opposition déclare souvent qu'elle est même plus puissante que les gouvernements. On la voit partout, elle est visible dans les capitales, par ses bureaux, par ses agents, par ses nombreux avions sur les aéroports. Elle est visible sur les deux côtes de l'Atlantique et du Pacifique, par ses énormes plantations, par sa flotte, la flotte blanche. C'est également une force invisible. Elle joue fatalement, par son importance, un rôle politique de premier plan. Elle est en liaison constante avec les gouvernements et avec les parlements, notamment lorsqu'il s'agit de renouveler ou de modifier les contrats et les concessions. Bien souvent, elle se heurte à l'opposition d'une partie de l'opinion publique. Mais ces oppositions, même lorsqu'elles sont véhémentes, même lorsqu'elles sont fortes dans les parlements, se révèlent assez impuissantes, parce que la United Fruit peut toujours menacer de quitter le pays, d'aller ailleurs, et cette menace suffit à apaiser les plus violentes oppositions. En 1950, Jacques Kaiser, journaliste, résistant, homme politique aussi, qui s'exprimait à propos de l'United Fruit. Dites-nous, Corinne Chavarochette, cet homme-là dit en 1950 que cette société qui s'occupe des bananes est aussi puissante que l'ambassade des États-Unis, et que c'est même l'ambassade des États-Unis. On peut le percevoir ainsi ? Alors, en fait, ce qu'on peut percevoir, c'est une corrélation entre le monde politique, le monde et économique. Donc, on a une compagnie... Alors, dans les années 50, elle a quand même moins d'importance moins d'importance, tout est relatif, puisque dans le cas si on peut faire une petite parenthèse sur le Guatemala, elle va quand même fomenter le coup d'État de 1954 et remettre une dictature, un État fort en place pour arrêter en fait un processus de réforme agraire. Donc on voit la puissance de cette compagnie qui a ses entrées politiques et qui va aussi œuvrer avec la CIA. Donc on a à la fois une puissance économique parce que cette compagnie participe au développement, en tout cas à des rentrées financières, même si elle paye très peu d'impôts à l'État guatémaltèque ou aux États centra-américains en règle générale. Mais la UFCO ainsi que d'autres compagnies bananières vont vraiment tenir en fait un certain nombre de gouvernements et arriver à impulser des politiques qui leur conviennent, notamment sur la propriété de la terre, mais aussi sur la gestion des ports. Et ce qu'on peut retrouver, pour faire un parallèle avec des situations
actuelle avec la Chine. Je fais une petite parenthèse, mais on voit ces formes d'impérialisme, en tout cas, qui s'appuient sur ces grandes multinationales. L'United Fruit est fondé en 1899. On est dans ce grand mouvement, Romain Aurey, que vous nous avez décrit. Le contexte est là. Il ne faudrait pas se leurrer et imaginer qu'il s'agit ici d'une volonté politique. On entend bien que c'est économique et que les deux se mêlent. Ça va bien, mais cette société-là existe pour se faire de l'argent. C'est principalement une activité économique lucrative, très lucrative. Les fondateurs du United Fruit vont devenir millionnaires comme on l'était à l'époque. Et donc c'est une réussite exceptionnelle. On les surnommera les barons voleurs. Ces hommes d'affaires qui vont s'enrichir de manière massive, de manière brutale. L'enrichissement est exceptionnel pour cette génération. C'est en moins de 30 ans. Ça va être très rapide. Et on va voir ce capitalisme nouer des liens très forts avec les élites politiques, les élites militaires. Je parle seulement des États-Unis. Les élites en général, on a peu évoqué par exemple le rôle des fondations philanthropiques, qui sont peut-être plus discrètes, mais qui vont jouer un rôle très important dans cet impérialisme-là, en mettant en place des programmes pour assainir les espaces qui sont contrôlés par United Fruit, et notamment faire en sorte que les maladies disparaissent des espaces, qu'on invente des produits chimiques, des pesticides, puisque la banane n'est pas un produit simple à produire, et il y aura beaucoup de problèmes pour United Fruit à maintenir la qualité de la production. Et donc on voit l'armée des États-Unis, les grandes fondations philanthropiques, les élus du Congrès soutenir massivement United Fruit, et dès qu'il y a un problème pour l'entreprise dans l'un des pays, c'est un problème pour les États-Unis. Le coup d'État de 54 est symptomatique. La CIA joue un rôle extrêmement important. Des élus qui, pour certains, sont actionnaires de United Fruit ou sont au conseil d'administration, n'hésitent pas à intervenir ici, comme ils le feront en Iran l'année précédente pour le pétrole. Donc les intérêts des grandes entreprises sont les intérêts des États-Unis, comme le dit le président Eisenhower. Le capitalisme et les États-Unis ont destin lié. Avec ici l'idée d'élite états-unienne associée aux dirigeants de cette compagnie, peut-on dire la même chose pour les élites dans les différents pays qui composent avec ces compagnies ? Une partie des élites, notamment celles qui sont au pouvoir, puisque l'enrichissement lié au commerce de la banane va avoir aussi des répercussions sur des activités locales. Donc l'enrichissement ne se fait pas que dans un sens, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, les populations sont de la main-d'œuvre à bas coût. Il y a quand même, ne serait-ce que des développements d'infrastructures comme les chemins de fer, les zones portuaires, voire même des centres, des sortes d'enclaves et de villages de la banane où on loge les ouvriers, leurs familles et où on a des dispensaires, des écoles, quelques petites infrastructures. Oui, c'est ce discours complexe en fait que vous évoquiez. C'est ici l'avancée d'aide, sociale, médicale, d'infrastructures aussi, un discours politique porté sur la liberté. C'est en cela que cet impérialisme-là est extrêmement efficace parce que il ne se voit pas, il n'est pas affirmé en tout cas. Oui, il est très complexe dans la mesure où les défenseurs de ce modèle ne se voient pas comme des oppresseurs. L'image de la pieuvre qui va être l'image définitivement attachée à United Fruit dans le continent américain, cette pieuvre avec ses tentacules qui s'empare de toutes les terres et de tous les pouvoirs politiques, et utilisée par souvent ces élites états-uniennes pour dénoncer le pouvoir du capitalisme aux États-Unis. Quelqu'un comme Theodore Roosevelt est favorable à la régulation des entreprises, à des formes de contrôle de ce capitalisme sauvage. Et il pense qu'il est contraire aux idéaux états-uniens. Et dans le même temps, il laisse faire, il y voit une certaine forme de légitimité à l'action de ces entreprises à l'extérieur du continent états-unien, de l'espace états-unien. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire États-Unis, Amérique latine, banane jamaïcaine. Dans le cours de l'histoire, avec une émission réalisée par Thomas Beau et Camille Maty, à la technique Nicolas Leroulet. Aujourd'hui, nous nous intéressons à cet impérialisme
à partir de bananes. Dans l'évocation ici par Harry Belafonte, d'ailleurs on entend le travail, c'est répétitif, et bien sûr on pense aux plantations, à l'esclavage. Karine Chavarochette, est-ce que l'on peut imaginer que l'United Fruit Company prend le relais de ce qui existait auparavant, c'est-à-dire des plantations avec des esclaves, même si vous nous avez bien expliqué que ce ne sont pas des esclaves, il y a ces formes de contrats qui sont vraiment proches de systèmes qui bloquent complètement les gens, pas loin de l'esclavage, mais il y a quand même une continuité qui s'écrit ici. Alors, continuité, mais quand même lointaine, hein. C'est... Pour moi, il y a quand même une différence entre les plantations, par exemple, de coton dans le sud des États-Unis, ou les plantations coloniales aussi que l'Empire espagnol a développées, notamment dans les Antilles de canne à sucre. On est dans des conditions de travail extrêmement dégradées. On parlait tout à l'heure effectivement des pesticides, des herbicides et des journées de travail extrêmement longues, une faible mécanisation. Mais les populations, ça me dérange en tout cas de dire que les populations sont dans un système d'esclavage comme on peut le connaître dans le sud des États-Unis ou même à la période coloniale espagnole. Romain Huret. Les conditions de travail sont extrêmement dures, comme elles le sont à un degré moindre, certes, aux États-Unis, avec des capitaines d'industrie qui sont très violents au début du XXe siècle, qui n'hésitent pas à avoir recours à des hommes de main. Henry Ford à Détroit le fait, et on le fait également en Amérique centrale, et de manière encore plus sauvage et de manière beaucoup plus violente. Un marqueur de difficulté, c'est le départ, l'absentéisme et la difficulté à trouver du personnel. Et il faut sans cesse aller chercher de la main-d'œuvre. Et c'est une obsession des cadres et des contremaîtres d'United Fruit. Alors ils essaient de développer ce qu'on appelle au XIXe siècle le paternalisme, ce que Karl Marx appellera le paternalisme, avec toute une série d'habitations, de logements, d'aides pour les travailleurs, pour les maintenir, pour les stabiliser, parce qu'il n'y a rien de pire que l'instabilité des travailleurs pour United Fruit. Dans le même temps, ce qui est très frappant, et ça vient d'être dit, c'est le désastre écologique et la violence environnementale qui se joue dans ces lieux. L'usage massif de pesticides oblige sans cesse United Fruit à aller chercher des terres ailleurs, puisque les terres agricoles, au bout d'un temps, ne produisent plus rien, et donc le cycle de vie de ces terres se réduit au fil des années. Et là, il y a quelque chose d'assez fascinant dans cette prédation permanente d'United Fruit, qui finit même par tuer les terres qu'elle produit. Il y a une forme de prédation très sauvage, très violente, et qui cause un véritable désastre environnemental, avec des ouvriers qui savent très bien les conséquences sur leur peau, sur leur visage, du déversement massif de pesticides pour sauver les bananeraies. Oui, en effet, on est dans l'accumulation primitive, donc on est vraiment dans un schéma de mono-exportation qui vient donc servir à la fois le développement du capitalisme et l'impérialisme états-unien. Et dans cette extraction, donc un modèle d'extractivisme qui rend stériles les terres au fur et à mesure, et qui, en parallèle, va polluer les sols, donc les terres avoisinantes, les nappes phréatiques et les cours d'eau. Donc on est vraiment dans une mono-exportation totalement destructrice de la nature environnante et du mode de vie à côté. C'est-à-dire que même si vous ne travaillez pas pour la United Fruit, ou même si vous avez vos plantations familiales à côté, vous êtes impacté par les pesticides, notamment quand ils sont aspergés par avionnettes qui déferlent en fait sur la totalité de la zone cultivée. Et dans les années 1970, dans les Antilles françaises, la Martinique, la Guadeloupe, l'utilisation du chlordécone, on sait bien aujourd'hui comment ce sont des sujets d'actualité, là aussi,
empoisonne l'eau, les gens. Et c'est cette histoire-là qui nécessite un regard sur la longue durée. On l'entend bien. Nous partons de la fin du 19e siècle, nous traversons le 20e siècle et nous sommes encore présents avec ces préoccupations. Mais c'est une technique qui est intéressante parce qu'elle existe toujours aujourd'hui aux États-Unis et Donald Trump l'a relancée avec la pratique du fracking, qui est l'exploitation des sous-sols pour aller chercher des matières premières et qui obéit à la même logique, c'est-à-dire que vous creusez sur un lieu particulier, vous épuisez le filon et puis ensuite vous vous déplacez. Et avec des conséquences qui sont les mêmes pour les populations. On a vu de la consommation d'eau très perturbée, avec des maladies pour les populations locales. Donc il y a une même logique prédatrice qui peut se mettre en place si rien n'est fait pour réguler ce système capitaliste. Le fracking, c'est la fracturation hydraulique, bien sûr, qui détruit les sols. Avec, dans cette histoire, j'évoquais les années 1970 et l'utilisation du chlordécone dans les Antilles. Mais en 1979, un journaliste visite une bananeraie. C'est Edwy Plenel. Je suis arrivé comme ça dans la vallée de la Estrella, en coin perdu. Il y a plus de village pendant bien une demi-heure de route. Et on arrive dans une vallée, tout d'un coup on a une grande pancarte, Dole, ça dépend de la Standard Foot, avec une grande étoile. Et c'est donc, on rentre dans le territoire de la compagnie. Quand je dis le territoire, il y a des gardes armés, il y a un pont, il y a une pancarte qui dit progrès, bien-être, paix et travail, il y a une piste d'avion, les compagnies, elles ont leur bateau qui arrive à Limon, enfin tout ça est totalement autosuffisant, et les travailleurs sont dans la Bananera, mais comme dans un monde, c'est-à-dire il y a les boutiques, il y a les bars, il y a les restaurants, il y a les cafés, il y a les écoles. C'était un dimanche, donc il n'y avait pas le bruit, il fallait imaginer le bruit. C'est quoi le bruit? C'est un bruit de tringle, un bruit de choses qui glissent sur une tringle. Pourquoi? Vous avez des allées dans tout cet univers de bananes. Quand ça travaille, il y a une division donc du travail. Il y a les coupeurs qui sont les plus mal payés, qui ramènent les régimes. Et il y a ensuite ce qu'on appelle les coureurs. Et c'est ça le bruit. Les régimes de bananes sont accrochés à des tringles avec des arceaux qui passent le long dans ces champs de bananes immenses. Et ils les poussent, mais ils les poussent en courant, pour que ça arrive très vite, ensuite aux empaqueteurs. Et les rythmes de travail, c'est 6 heures le matin, 6 heures le soir, avec 3 pauses, c'est-à-dire 12 heures de travail. Et pour les empaqueteurs, c'est plutôt 13-14 heures. Edwy Plenel sur France Culture en 1979. Karine Chavarrochette, bonne description de ce qui se passe. Très bonne description, très très juste, qu'on peut, alors là on est en 79, mais en 2019, ça existe de la même manière, avec on rajoute un sac en plastique bleu qui entoure les régimes de bananes et qui viennent eux aussi polluer les terres et s'effriter. Dans cette histoire, Romain Huret, moi je voudrais qu'on insère un peu de politique, c'est-à-dire que ce que j'entends, c'est que nous avons une grosse société créée à la toute fin du 19e siècle, qui s'occupe des fruits, qui veut faire de l'argent, qui, dès lors, fait tout ce qu'il faut pour faire de l'argent, pollue le sol, peut exploiter des populations. Mais comment la politique s'insère dans cette histoire-là? Comment, vous m'avez parlé de la CIA, par exemple, et que vient faire la CIA dans cette histoire? Avant de vous répondre, je vais revenir sur le son que vous venez de diffuser, et c'est un moyen d'y répondre. C'est intéressant d'entendre Edwy Plenel regarder ce qui se passe dans ces bananeraies, puisque United Fruit va devenir, dans les années 50-60, à cause de la CIA, le symbole de l'impérialisme états-unien dans cette région-là. Il faut pas oublier qu'en 1954, pendant le coup d'État, il y a un jeune homme qui s'appelle Che Guevara qui est présent et qui voit la toute-puissance états-unienne, puissance militaire, puissance politique, puissance culturelle aussi, puisqu'on va accuser Arbenz d'être un communiste, ce qu'il n'est pas. Donc on va avoir une propagande d'État tout à fait incroyable pour dénigrer ce dirigeant qui souhaite mettre en place une réforme agraire. Et donc Che Guevara et d'autres dirigeants en Amérique latine vont estimer qu'il n'y aura pas d'autre solution pour lutter contre United Fruit, pour lutter contre les États-Unis, que la révolution. Et qu'il faut passer à la lutte armée pour mettre un terme à cela. Et dans une partie de la gauche intellectuelle, en France et dans le monde entier, on va voir dans ce combat révolutionnaire un juste combat pour lutter contre ce qui est vu, contre la pieuvre états-unienne qui a atteint des proportions jamais vues jusqu'alors. Et ce que fait Theodore Roosevelt
avec sa petite armée, ses petites fondations. La CIA le décuple 60 ans plus tard en étant capable d'intervenir partout avec un complexe militaro-industriel d'une puissance inégalée. Donc United Fruit devient le symbole pour tous les mouvements de libération et les mouvements socialistes dans les années 60 de l'impérialisme yankee. Avec ici l'évocation, l'archive date de 91 d'Edwy Plenel, c'est plus récent mais ça fonctionne pour le passé et c'est sans doute pour ça, Karine Chavarrochette, que ça ressemblait tellement à aujourd'hui. Dites-nous, dans l'idée de voir un intérêt porté par la CIA sur ce pouvoir, le mot a été prononcé, l'expression de réforme agraire, parce que c'est ça, on sent bien le souci qui revient sans cesse, la redistribution des terres aux paysans. C'est exactement ça. Pour différentes raisons. D'une part parce que pour des populations, si je prends le Guatemala, le rapport à la terre est extrêmement important, donc fait partie aussi de toute une vision du monde, une cosmogonie. Il faut pouvoir cultiver son lopin de terre. Il y a un enracinement qui est extrêmement fort et bizarrement, si je puis dire, la colonisation espagnole a protéger des terres qui étaient réservées sous forme de terres communales, des ejidos qui étaient réservées aux populations mayas autochtones. Mais avec la hausse démographique et l'arrivée des indépendances et le développement des politiques libérales, la terre devient un bien qu'il faut obtenir. Et là, on a des populations métisses et des populations étrangères, notamment pour le cas du Guatemala. Alors, on a parlé des États-Unis, mais il y a aussi les Allemands qui développent en même temps, eux, plutôt dans les plantations de café. Et donc, on a une bataille autour de la possession de la terre entre des milliers d'hectares de plantations et des terres pour les cultures vivrières qui sont de plus en plus réduites. Et quand Romain Huré parlait tout à l'heure de Che Guevara, effectivement, quand il est pendant ces 9 mois au Guatemala et qu'il assiste au coup d'État militaire, avant le coup d'État, il a vu la première application de la réforme agraire au Guatemala. Et quand on parlait tout à l'heure des différences avec le Mexique, à partir de la révolution de 1910-1920, va réaliser cette réforme agraire. Donc la propriété agraire est vraiment le nœud, en tout cas pour tous ces pays d'Amérique centrale, puisque c'est la base même d'une survie, bien sûr, économique et politique, mais aussi sociale, parce que c'est lié à une vision du monde qui est totalement différente de la vision de la United Fruit Company. Et à partir de ce que vous venez de dire, moi je renvoie à l'émission du cours de l'histoire sur France Culture, Révolution mexicaine, héros sous sombrero, c'est écouté sur franceculture.fr et l'appli Radio France. À partir de là, on n'en sait plus sur la Révolution mexicaine dans ces années 1910. Le contexte est fondamental, Romain Huré, mais bon, vous êtes historien, vous le savez tellement. La guerre froide, c'est un enjeu majeur ici d'avoir des régimes qui ne risquent pas de basculer dans l'univers communiste. Même s'ils ne sont pas forcément communistes. C'est-à-dire qu'on invente aussi parfois des ennemis communistes et la CIA est capable d'inventer des monstres qui, soi-disant, veulent basculer dans le communisme. Mais vous avez raison, la guerre froide est un épisode essentiel d'accélération des tensions et de guerre culturelle qui est intéressante. Et United Fruit va devenir un objet de la guerre culturelle, de la guerre froide, pour mesurer la place de United Fruit dans l'imaginaire américain. Et là, j'utilise à dessein américain comme l'ensemble du continent. Beaucoup d'écrivains, beaucoup de poètes vont écrire sur United Fruit, vont écrire sur les massacres commis par l'entreprise avec l'aide de militaires sur place. Pablo Neruda, Gabriel Garcia Marquez vont beaucoup s'inspirer et vont volontairement utiliser United Fruit comme le symbole de la pieuvre et le danger que les États-Unis et le capitalisme font courir à l'ensemble du continent. La grève générale éclata. Les cultures furent interrompues à mi-chemin, les fruits se gâtèrent entre les fourches des arbres et les convois de 120 wagons s'immobilisèrent dans les derniers embranchements. Les villages regorgèrent d'ouvriers désœuvrés.
C'est là que se trouvait José Arcadio II, le jour où on annonça que l'armée avait été chargée de rétablir l'ordre public. Il mit le nez dehors et les aperçut. C'étaient 3 régiments dont le pas, au rythme du tambour, faisait trembler la terre. Leur haleine de dragon multicéphale chargea d'une vapeur pestilentielle l'atmosphère limpide. Ils paraissaient identiques les uns aux autres. Fils de la même mère, supportant avec le même air abruti le poids des sacs et des bidons de soldats. La honte de leurs fusils, avec la baïonnette au canon. Le chancre de l'obéissance aveugle et du sens de l'honneur. Raphaël Laloum qui nous lisait un extrait de 100 ans de solitude, le livre de Gabriel García Márquez en 1967 qui évoque un massacre dans les bananeraies en 1928. Et ça permet ici d'évoquer, Karine Chavarrochette, les réactions des populations locales. C'est-à-dire, est-ce que des formes de résistance se mettent en place face à cet impérialisme fruitier ? Oui, il y a toujours eu des formes de résistance, soit passives en faisant en sorte de ne pas aller travailler dans ces plantations, soit au sein même des plantations. Après le début du XXe siècle, avec le développement aussi du syndicalisme, le développement des pensées marxistes aussi, vont amener petit à petit des ouvriers agricoles à s'unir, mais on n'est quand même pas dans des grèves comme on peut l'observer dans les mines ou sur d'autres lieux d'extractivisme. Mais je voulais justement juste ajouter, on parlait de littérature parce que ces compagnies bananières ont fortement inspiré et je voulais citer Miguel Ángel Asturias, qui est donc un écrivain guatémaltèque qui a été prix Nobel de littérature et qui a écrit sa trilogie bananière, donc l'ouragan, le pape vert et les yeux enterrés, où il décrit à la fois la dépossession des hautes terres guatémaltèques et le fait de créer ce mouvement de population salariés, entre guillemets, comme on a dit tout à l'heure. Le pape vert qui, en fait, revient sur un États-Unien qui va faire fortune dans la banane. C'est pour ça qu'il s'appelle le pape vert. Et les yeux enterrés, ou les mouvements de contestation, justement, avec, au Guatemala, cette période de réforme agraire qui va prendre, entre guillemets, que des terres en friche. C'est pas une expropriation totale de l'entreprise états-unienne, où les personnes qui ont lutté pour cet accès à la terre vont pouvoir se reposer et avoir les yeux fermés. République bananière, ça vient de cette histoire-là. Oui, tout à fait. C'est un journaliste, il y a un écrivain qui s'appelle Orr Henry, qui va utiliser pour la première fois ce terme en 1904 dans un roman qui s'appelle Des choux et des rois. Donc il y a un recueil de nouvelles et l'expression va connaître un succès extraordinaire puisqu'on utilise désormais ce terme pour à peu près tout et rien, même si la banane n'est pas présente. Ça désigne tous ces régimes qui dépendent très fortement d'une monoculture et qui sont prêts à toutes les compromissions pour rester au pouvoir. Régime politique, pas régime de banane. Donc, le contrôle de Panama en 1903, l'occupation du Nicaragua dès les années 1910, l'occupation d'Haïti, etc. On pourrait les énumérer tant. C'est une histoire authentiquement politique, économique, on l'a bien entendu. C'est une histoire du capitalisme. Et c'est aussi, bien sûr, mais Asturias a été évoqué, prix Nobel, García Márquez, prix Nobel aussi ont été évoqués. C'est une histoire culturelle. Mesdames, voici la recette du roulé des tropiques. Roulé des tropiques ou salade caraïbe? Et si ce soir, vous mangiez la banane, parlez debout. Comment? En recevant gratuitement les 19 recettes bananes du merveilleux livre de cuisine Un peu d'exotisme. Envoyez sur carte postale vos noms et adresses à Recettes Bananes, CEDEX 510 75 300 Paris-Brune. Et n'oubliez pas, une bouchée de plaisir, une bouchée d'énergie. Mangez la banane, parlez debout. Recettes Bananes, CEDEX 510 75 300 Paris-Brune. Les joies de la publicité. Dites-moi, Romain Hurel, les célibataires mangent-ils des bananes ? Ils en mangent, je pense, parce que comme tous les
Les hommes et les femmes aux États-Unis, ils sont très inspirés par les bananes et par la publicité, et donc j'imagine qu'ils ont dû en manger pour rester en forme. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé Les oubliés de la Saint-Valentin, des vies à l'ombre du mariage. C'est publié à La Découverte. Et c'est formidable, hein, cette approche-là, sociale, culturelle, parce que dans toutes les histoires que nous évoquons d'impérialisme, il y a ces histoires culturelles. Alors, célibataire ou pas célibataire, ça c'est en marge, mais c'est surtout comment la publicité a été le fer de lance, en fait, de cette conquête des goûts, parce qu'il fallait imposer la banane, ce qui n'était pas une évidence. La publicité, bien sûr, mais aussi les savoirs médicaux et la toute-puissance d'United Fruit et de ses représentants, de ses cadres, c'est également de convaincre les médecins qu'il faut prescrire de la banane aux jeunes enfants, et très tôt, pour que les enfants soient en forme et soient de bons citoyens. Et on va voir une stratégie volontaire de diffusion de ce goût dans le pays qui n'existait pas 30 ans plus tôt. Donc c'est une réussite de marketing extraordinaire et qui inspire encore, j'imagine, beaucoup d'entreprises pour susciter, pour inventer le goût des consommateurs et des consommatrices. Est-ce que ça a changé le goût d'ailleurs? Parce que Karine Chavarochet, vous avez bien dit que la banane n'était pas le fruit premier dans l'alimentation, mais c'est là où on produit tant et tant de tonnes de bananes. Est-ce que la banane est désormais consommée dans le Sud? Elle est, bien sûr, elle est consommée, et pas simplement en banane plantain, mais elle est consommée comme d'autres monocultures actuelles, comme l'ananas, par exemple. Donc on a, bien sûr, sur le marché local, où vous quittez l'aéroport, vous pouvez acheter des bananes ou des ananas frais. C'est devenu une évidence. L'United Fruit Company, critiquée. Et on l'a bien entendu, pour tous ces aspects, alors ne serait-ce que sociaux, la manière d'utiliser les travailleurs transformés en outils, en machines. Et là, avec tout ce que vous nous avez expliqué, l'impossibilité de partir, c'est vrai qu'on est à la frontière d'une réflexion autour de l'esclavage. Nous l'entendons bien. Critiqué par la pollution, changement de nom récemment, enfin, c'est là aussi une volonté quand même de redorer son image. Redorer son image, et là on voit aussi la puissance de la littérature, la puissance de la guerre culturelle. Finalement, ce nom United Fruit est devenu difficile à porter. Alors, le nouveau nom, c'est Chiquita Brands International. Je suis pas sûr que ça soit plus heureux comme terme et comme moyen de véhiculer des stéréotypes et sur la banane et sur les rapports de genre, mais c'est le nom qu'a choisi les dirigeants d'United Fruit. C'est en 1989 qu'il y a eu ce changement de nom. Que reste-t-il aujourd'hui de cette histoire-là? C'est-à-dire que nous sommes en réalité toujours dans ces fonctionnements mis en place au cours du XXe siècle. Vous me faites oui de la tête, Karine Chavarochet, parce que c'est ça, on entend bien ici que quand on parle d'United Fruit, nous sommes dans un univers culturel, le roman, etc. C'est tout un imaginaire, des pratiques bien sûr, mais ça n'a pas disparu. En fait, ça a été camouflé, ça a été changé dans la présentation. Oui, tout à fait. Les plantations existent encore. Si on va, par exemple, au Costa Rica actuellement, on voit Dole, Del Monte, Chiquita Brand qui ont leur plantation. Alors avec des travailleurs, là, c'est un autre système. C'est par exemple les travailleurs clandestins nicaraguayens ou saisonniers. Donc on est encore sur un système économique qui est bien spécifique, où il faut que les salaires soient bas. Et au niveau du contrôle après des ports, c'est pour ça que je parlais de la Chine tout à l'heure, où il y a un enjeu depuis quelques mois entre les États-Unis et la Chine pour les contrôles du canal de Panama, des ports d'Amérique centrale, parce que c'est l'ouverture sur les marchés à la fois asiatiques, européens. Donc il y a ce sont des lieux très connectés avec les affaires du monde, si je puis dire. Et puis, dans la volonté des États-Unis de présenter un discours tout à fait respectable, il y a toujours la place de la CIA qui quand même marque cette histoire-là, sans cesse dénoncée du Guatemala. On pourrait traverser l'ensemble du continent sud-américain. Là aussi, il y a une volonté d'effacement de cette présence, ou pour le dire autrement, comment aux États-Unis présente-t-on cette intervention de la CIA qui est décriée sans cesse? Laquelle? Parce qu'il y en a eu beaucoup. Non, mais sur l'idée que la CIA puisse intervenir pour placer des régimes. Alors, je pense qu'elle continue à le faire, et pour beaucoup, et notamment pour les
l'administration Trump au pouvoir. Cette fonction-là de la CIA est tout à fait légitime et on les a vus récemment agir en sous-main et ils doivent agir là dans beaucoup de pays d'Amérique latine et d'ailleurs. Donc c'est une tradition qui est perçue pour une partie de la population comme absolument légitime. Et avec toujours l'action des populations, parce que là aussi c'est toujours des surprises, hein. C'est un peu la peau de banane qui arrive parfois et qui permet quand même de garder la tête haute. Merci vivement à tous les deux. Karine Chavarrochette, Frontières et Identité en terre Maya, Mexique, Guatemala. Et merci Romain Huret aussi d'être venu avec les oubliés de la Saint-Valentin. Alors pas tellement de bananes dans l'histoire, mais enfin... Mais des célibataires, puisque c'est pas sans lien, puisque il y a un chapitre sur les célibataires masculins qui sont souvent des travailleurs dans le monde de l'extraction. Donc, vous faites le lien que vous voulez entre les bananes et le célibataire. En tout cas, merci vivement à vous d'être venus dans le cours de l'histoire. Prochain épisode, États-Unis, Groenland, l'impérialisme pris dans la glace. Qu'est-ce que c'est que le Groenland ? Le Groenland, c'est la plus grande île du monde. C'est une île qui est 5 fois grande comme la France, dont les 9/10 sont couverts d'un désert de glace. Paul-Émile Victor qui s'exprimait à propos du Groenland dans le cours de l'histoire, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Solène Roy et Mayouen Guizhou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, pour son aide dans la recherche des archives. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.